Je termine ce chapitre premier par une brève synthèse des principes fondamentaux du libéralisme que nous avons vus dans ce chapitre. Alors, tout d'abord, le libéralisme politique définit une organisation politique dont la finalité est la préservation, le respect de la libre indépendance de chacun. Donc la liberté comme indépendance, c'est vraiment le socle du libéralisme. Alors cette indépendance, elle se concrétise dans la reconnaissance d'un certain nombre de droits fondamentaux propres à chaque individu. Droits fondamentaux, donc c'est vraiment la spécificité du libéralisme, qui sont à la fois ce qui va légitimer l'État. L'État est cette institution dont l'objectif est de préserver la liberté et les droits fondamentaux des individus, mais qui en même temps vient limiter le rôle de l'État, vient limiter son action, puisque si il est là pour assurer la juste coexistence des libertés individuelles, le respect des droits fondamentaux, il doit lui-même respecter ces droits fondamentaux. Il y a d'ailleurs des instances judiciaires, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, qui sont là pour veiller à ce que l'État respecte les droits fondamentaux des individus, et ces instances, ce Conseil d'État, cette Cour constitutionnelle, ont la légitimité, ont les compétences pour invalider, annuler une loi ou un acte administratif qui ne serait pas conforme aux droits fondamentaux des individus. Alors, donc, il en résulte que l'État doit être un simple instrument, donc un instrument au service de la préservation des libertés subjectives, un instrument qui est là pour réguler les rapports entre individus qui eux-mêmes ont comme objectif ou cherchent leur épanouissement, leur bonheur dans leur sphère privée et n'ont dès lors pas à se préoccuper en tant que tel du bien commun. Ils sont là, et leur seule mission, leur seule obligation, leur seule responsabilité, c'est de respecter la loi. C'est sur la loi, sur l'État qui affirme cette loi, que repose la confiance dans l'intérêt général, dans l'équilibre des intérêts particuliers, plus exactement. Donc, cet équilibre des intérêts particuliers, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de la régulation publique de la garantir. D'ailleurs, c'est vraiment à ça que sert l'État. C'est un instrument qui assure la protection des libertés individuelles et l'équilibre entre ces libertés individuelles pour qu'on soit dans une situation équitable pour tout le monde. Mais dans le respect de la loi, chaque individu est légitimé, est autorisé à poursuivre son bonheur personnel, son bonheur privé. On est vraiment aux antipodes de la figure de la responsabilité sociétale que l'on pouvait avoir dans le concept de liberté comme autonomie, et encore plus loin de la liberté des anciens, la liberté grecque, où celui qui est valorisé, celui qui est considéré comme libre, c'est précisément celui qui s'affranchit de ses affaires privées pour se préoccuper de l'intérêt général des affaires publiques. Mais donc, l'État est un instrument au service de la préservation des libertés subjectives qui s'incarnent dans les droits fondamentaux, et il doit dès lors être aussi neutre sur le plan axiologique. Il n'a pas à se prononcer sur les questions du bien, il n'a pas à dire aux individus comment ils doivent se comporter dans leur sphère privée, ce qu'ils doivent faire de leurs droits fondamentaux, de leurs libertés subjectives, afin d'atteindre le bonheur, afin de mener une vie bonne. Il est neutre axiologiquement, il est un instrument, il n'est certainement pas le lieu où la société devient raisonnable. Il n'est certainement pas la tête dont le corps serait la société. Non, État et société civile sont bien deux choses totalement distinctes, deux choses qu'il serait vain de vouloir réconcilier, mais au contraire, il faut trouver l'équilibre. L'équilibre entre les libertés individuelles qui doivent pouvoir se déployer dans les relations sociales et la régulation nécessaire par l'État et dès lors par la loi, par la contrainte, afin de s'assurer que dans la recherche de notre liberté individuelle, de notre bonheur privé, nous soyons respectueux de l'égal droit des autres individus à chercher leur propre bonheur, à jouir de leur propre liberté. Donc l'État n'est qu'un instrument afin de s'assurer que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et que chacun puisse dès lors rechercher son bonheur privé dans sa sphère privée. Alors sur base de ces principes généraux, il y a quand même place pour une compréhension extrêmement large et pour énormément de débats internes.
Que sont exactement les droits fondamentaux des individus? Est-ce simplement le droit à l'existence, le droit à la propriété privée? Y a-t-il d'autres droits? Le droit à la santé, le droit des droits socio-économiques, des droits culturels? On verra d'ailleurs que c'est exactement sur base de cette question de l'étendue des droits fondamentaux que le libéralisme va évoluer. Il va essayer d'intégrer les critiques des autres traditions à chaque fois en élargissant le concept de droits fondamentaux. Mais chaque fois qu'il va le faire, chaque fois qu'en réaction à, par exemple, la critique républicaine, il va développer les droits politiques par rapport à la critique socialiste, il va développer les droits sociaux par rapport à la critique multiculturelle, il va développer les droits culturels, à chaque fois il va s'auto-transformer pour essayer d'intégrer les principales critiques des autres traditions, mais à chaque fois il va créer du coup des tensions internes au libéralisme, des tensions entre les auteurs libéraux qui seront positifs par rapport à cette auto-transformation, qu'ils trouveront que c'est un progrès pour le libéralisme, un approfondissement de sa démarche, et d'autres qui au contraire considéreront que c'est s'éloigner de l'origine du libéralisme, de la cohérence de sa pensée, et qui verront dans chacune de ces transformations plutôt une perte de consistance du libéralisme. Donc à chaque fois, chacune de ces auto-transformations, chacun de ces débats internes au libéralisme quant à la manière de se positionner face à des critiques venues d'autres traditions, mais chaque fois c'est l'occasion d'un clivage au sein du libéralisme, c'est l'occasion de débats internes au libéralisme, c'est l'occasion de voir que même en partageant le cadre libéral, on peut défendre des positions très différentes sur des questions sociales et politiques précises. Donc il ne suffit pas d'être libéral pour être en accord les uns avec les autres sur les grandes questions de redistribution, sur les questions comment traiter la diversité culturelle, sur les questions du rapport à l'État, sur l'articulation entre respect de la souveraineté du peuple et donc des principes de démocratie et par ailleurs du respect des droits fondamentaux des individus. Donc, bref, je termine en rappelant cette conviction que vous devez avoir en tête. Le libéralisme politique, sous la cohérence de ses principes, permet néanmoins des positions extrêmement différentes sur des dossiers concrets et permet donc laisse la place à énormément de débats internes. Mais nous aurons l'occasion, au fur et à mesure des 3 prochains chapitres, de préciser comment ces tensions internes peuvent apparaître au sein du libéralisme et de nous demander à chaque fois si le libéralisme est effectivement capable d'intégrer la critique des autres, les critiques des autres traditions en s'auto-transformant, ou bien s'il reste dans chacune des critiques formulées par ces traditions quelque chose d'irréductible qui appellerait plutôt non pas à une simple transformation du libéralisme, mais à son dépassement. Je vous remercie.